La dernière fois, on a parlé du temps, et comme vous avez eu beaucoup de questions, on va faire une vidéo dédiée aux réponses. Je vais revenir sur la définition du temps que j'ai donnée. On va également parler bien sûr de relativité, du fameux paradoxe des jumeaux, et d'une superbe expérience qui a été faite dans des avions et qui a confirmé la théorie de la relativité. Dans la vidéo, je dis que si vous faites un aller-retour à très grande vitesse dans l'espace, quand vous allez revenir sur Terre, il se sera écoulé par exemple 1 an pour vous et 2 ans pour moi qui suis resté sur place. Le voyageur vieillit moins que celui qui reste sur Terre. C'est le fameux paradoxe des jumeaux. Un des jumeaux fait un voyage à grande vitesse. Au départ, les jumeaux ont par exemple 30 ans, et quand le voyageur revient, il a 35 ans, mais son frère, qui est resté sur Terre, lui, il a beaucoup vieilli, et il a par exemple 80 ans. Ce que je dis dans la vidéo, c'est que ce phénomène étrange, c'est pas seulement un élément de la théorie de la relativité, ça a été observé pour de vrai dans les horloges des avions, avec des durées bien plus courtes bien sûr. Je voudrais commenter une remarque de Bouchnou qui nous dit que la relativité ne serait en fait pas constatée dans les avions et que l'expérience dont je parle, ça s'appelle l'expérience de Affelé-Keating, cette expérience, elle aurait dû mesurer 2 avances et qu'elle mesure, en fait, non pas 2 avances, mais un retard et une avance. Alors, qu'est-ce que l'expérience de Affelé-Keating ? Dans cette expérience, on a mis une première horloge dans un avion qui a fait le tour du monde vers l'est, une deuxième horloge qui a fait le tour du monde vers l'ouest, et après le voyage, on les a comparées à une troisième horloge qui, elle, est restée immobile par rapport à la Terre. Voilà ce qu'on a observé. Par rapport à l'horloge qui est restée au sol, l'horloge qui a voyagé vers l'est avait un retard de 40 nanosecondes. Et l'horloge qui a voyagé vers l'ouest, elle avait une avance de 275 nanosecondes. Ce sont des décalages assez faibles, mais parfaitement mesurables. Selon Bouchnou, la différence relative entre les avions ne tient pas compte uniquement des vitesses des avions, mais aussi de celles de la Terre. Là, il a raison, la Terre est en mouvement, il faut prendre ça en compte. Et ensuite, il nous dit que ça suggère qu'il y a un référentiel absolu, contrairement aux hypothèses. Et là, il a tort, et on va voir pourquoi. Ce que dit la relativité restreinte, j'en parle d'ailleurs à la fin de la vidéo sur le temps, c'est qu'il y a de bons et de mauvais référentiels. C'est une question classique, je l'attendais celle-là. Un référentiel, c'est un objet solide, par exemple une planète, avec une certaine vitesse, une certaine accélération, une certaine rotation. Et ce qu'on constate, c'est que certains de ces référentiels, les fameux référentiels galiléens, sont meilleurs que les autres pour faire de la physique. Pourquoi ? Parce que dans ces bons référentiels, il n'y a pas de force d'inertie. Une force d'inertie, c'est par exemple ce qui vous colle au siège de la voiture quand vous accélérez ou ce qui vous fait pencher à droite quand vous tournez à gauche. La voiture, vu qu'elle accélère et qu'elle tourne, c'est pas un bon référentiel. Il y a des forces d'inertie. On les appelle ici les forces d'inertie d'entraînement. Et dans le cas de la rotation, on appelle aussi ça la force centrifuge. Et d'ailleurs, dans la vidéo sur les maisons gravitationnelles, on avait vu que dans les mauvais référentiels, en plus de la force d'inertie d'entraînement, en plus de la force centrifuge, il fallait rajouter aussi la force de Coriolis. Tout ça, ce sont des forces d'inertie, ce sont des pseudo-forces qui nous embêtent un peu quand on fait des calculs dans les mauvais référentiels. On avait vu que quand la caméra était fixe par rapport aux étoiles, l'astronaute, dès qu'il lâche le vaisseau, il part en ligne droite à vitesse constante. Ça, c'est normal. On est dans un bon référentiel, un référentiel galiléen, et à partir du moment où il n'y a aucune force qui s'exerce sur l'astronaute, il va se déplacer en ligne droite à vitesse constante. Dans un référentiel galiléen, en l'absence de force, les objets se déplacent en ligne droite et à vitesse constante. Et ensuite, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fixé la caméra à la roue, et on avait remarqué que la trajectoire de l'astronaute, cette fois-ci, c'était pas une ligne droite, mais une spirale. Pour comprendre ce mouvement de spirale, on est obligé de rajouter des forces d'inertie,
la force centrifuge et la force de Coriolis. Donc le référentiel fixe par rapport aux étoiles, c'est un bon référentiel, c'est un référentiel galiléen, mais le référentiel attaché à la roue, lui, ce n'est pas un bon référentiel et il y a des forces d'inertie qui apparaissent. Le point important, et c'est pour ça que Bouchnou a tort, c'est qu'il n'y a pas un seul référentiel galiléen. Quand vous avez trouvé un référentiel galiléen, donc un référentiel qui ne tourne pas et qui n'accélère pas, par exemple une étoile qui ne tourne pas sur elle-même et qui n'accélère pas, eh ben vous prenez n'importe quelle autre étoile qui se déplace à vitesse constante par rapport à la première étoile, et c'est gagné, vous avez trouvé un autre référentiel galiléen. Si vous faites une expérience dans ce nouveau référentiel, il n'y aura pas de force d'inertie, donc pas de force centrifuge, pas de force de Coriolis. Vous avez comme ça, dans l'univers, toute une classe, tout un ensemble de référentiels galiléens. Et ça, c'est inclus dans la relativité restreinte. Il n'y a pas un seul bon référentiel, il n'y a pas un référentiel absolu qu'on appelait avant l'éther. L'éther n'existe pas, en fait, il y a plein de bons référentiels. Alors, pour revenir à nos avions, comment ça se fait qu'il y en a un qui est en avance et l'autre qui est en retard? On a dit, en relativité, le voyageur vieillit moins, et là, les deux avions voyagent, donc on devrait avoir le même effet. Sauf que si on raisonne comme ça, on oublie un truc, on oublie que la Terre est en train de tourner. Il va falloir prendre en compte la vitesse des avions par rapport à la Terre, mais aussi la vitesse de rotation de la Terre sur elle-même. Dans le paradoxe des jumeaux, c'est le jumeau qui voyage qui arrive plus jeune. Donc s'il a une horloge avec lui, son horloge va retarder. Une horloge qui retarde, c'est une horloge plus jeune. Dans l'expérience des avions, c'est pareil. Si on observe qu'une horloge retarde, ça veut dire qu'elle a voyagé, ou en tout cas qu'elle a davantage voyagé que l'horloge de référence. Donc regardons bien le résultat de l'expérience. L'horloge qui a voyagé vers l'est a un retard de 40 nanosecondes. Jusque-là, tout va bien, l'horloge qui voyage est en retard, elle est plus jeune. Par contre, on observe que l'horloge qui a voyagé vers l'ouest, elle avance par rapport à l'horloge de référence qui est restée au sol. Et donc c'est l'horloge au sol qui retarde, et d'après ce qu'on a dit sur le paradoxe des jumeaux, vu qu'elle retarde, ça veut dire qu'elle a voyagé, en tout cas qu'elle a plus voyagé que l'autre. Et c'est vrai, l'horloge qui reste au sol, en fait elle voyage davantage que celle qui est partie vers l'ouest. Pourquoi ? Parce que la Terre tourne. La Terre tourne vers l'est, le Soleil se lève à l'est, donc un avion qui va vers l'ouest, lui, il va compenser cette rotation. S'il allait à la bonne vitesse, on pourrait même voir l'avion fixe et la Terre tourner sous l'avion. Là, on voit bien que l'avion est en train de voyager vers l'ouest par rapport à la Terre, par rapport au sol. Avec cette image, on comprend qu'en fait, c'est l'horloge restée au sol qui se déplace. Et donc, même conclusion que pour le paradoxe des jumeaux, l'horloge au sol, c'est l'horloge qui se déplace, et donc c'est l'horloge qui finit plus jeune, et donc qui va retarder par rapport à l'horloge qui part vers l'ouest. Donc l'horloge au sol retarde, et donc ce qu'on observe, c'est qu'en fait, l'horloge qui part vers l'ouest avance par rapport à la référence. C'est ce qu'on a observé, l'horloge qui voyage vers l'ouest a une avance de 275 nanosecondes. Donc oui, la différence relative entre les avions ne tient pas compte uniquement des vitesses des avions, mais aussi de celles de la Terre, ça c'est vrai, mais conclure que ça suggère qu'il y a un référentiel absolu, contrairement aux hypothèses, sous-entendu que l'éther existe, eh bien ça c'est faux. La rotation de la Terre, elle est absolue, oui, la rotation c'est pas relatif, mais ça veut pas dire qu'il y a un éther, un seul référentiel absolu. La rotation, je la mesure non pas par rapport à l'éther, par rapport à un seul référentiel absolu, mais par rapport à un référentiel galiléen parmi beaucoup d'autres. C'est ce parmi beaucoup d'autres qui est important. Voilà, la théorie de la relativité a été parfaitement confirmée par cette expérience. D'ailleurs, si on compare les décalages observés avec les décalages prédits par la relativité, on voit que l'expérience est parfaitement compatible avec la théorie.
Ce qu'il faut retenir, c'est que en relativité restreinte, il n'y a pas d'éther, il n'y a pas un seul référentiel absolu. L'éther n'existe pas, mais il y a quand même tout un ensemble de bons référentiels, les référentiels galiléens. Ce sont les référentiels qui ne tournent pas et qui n'accélèrent pas. On en reparlera, la rotation et l'accélération, c'est absolu, c'est pas relatif. Ensuite, il y a eu des questions sur la fameuse circularité. Un des buts de la vidéo, c'était de donner une définition du temps qui ne soit pas circulaire. Parfois, on dit que le temps correspond à l'évolution ou au mouvement de quelque chose, et le problème, c'est que le mouvement, c'est une variation dans le temps. Donc on a une définition circulaire, le temps qui définit le mouvement, qui lui-même définit le temps. Un des buts de la vidéo, c'était d'éviter ça. Première question sur ce sujet, si une durée est une quantité de temps, en quoi sortirait-on de la circularité ? Ce qui se passe, c'est que la manière dont je définis la durée, c'est pas par une quantité de temps, mais par le dénombrement des images. Je vais compter un certain nombre d'images. Je pars du constat que définir un temps objectif qui serait le même pour tout le monde, c'est peine perdue à cause de la relativité. Et donc, je base ma définition sur la subjectivité, sur la perception individuelle. Concrètement, je compare l'image dans le champ visuel et l'image stockée dans le cerveau, et je les mets bout à bout, je les ordonne, avec en premier l'image dans le cerveau et en deuxième l'image dans le champ visuel. En ajoutant d'autres images, je crée une chaîne ordonnée, et dans cette chaîne, je remarque que certains objets passent plusieurs fois dans le même état. Par exemple, ici, le triangle vert se retrouve plusieurs fois la pointe vers le haut. Je dis alors que ce triangle est une horloge. À chaque fois que la pointe du triangle est vers le haut, ça correspond à un clic de l'horloge. Et ensuite, pour mesurer ou même pour définir la durée entre deux événements, je vais compter le nombre de clics qui séparent ces deux événements. C'est un dénombrement. Je vais par exemple mesurer une durée de 7 clics. Donc la notion de durée, ici, n'est pas basée sur le temps, mais sur un dénombrement. On compte le nombre de clics du phénomène répétitif, on compte le nombre de clics de l'horloge. Ensuite, Colvert-Franck demande « Pourquoi définir le temps à partir de la notion de répétition n'est pas une définition circulaire ?» Eh bien parce que j'observe la répétition non pas sur un axe temporel. À cette étape du raisonnement, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'axe temporel. J'observe la répétition sur la chaîne d'images ordonnées. Par exemple, quand un nourrisson reconnaît le visage de sa mère, il compare l'image qui est dans son champ de vision avec l'image stockée dans son cerveau. C'est ce stockage qui permet de faire le lien entre les deux images. Le nourrisson, on lui a jamais dit ce que c'était que le temps, et pourtant, spontanément, il va mettre un ordre entre ces images. Et en cumulant les images, il va créer une suite, une chaîne ordonnée, et c'est ça qu'on appelle la sensation d'écoulement du temps. Donc pour répondre à la question, ce qui est à la base de cette chaîne, c'est le stockage d'informations. Quand on voit une répétition, on la voit sur la chaîne, et sur la chaîne, il n'y a pas de notion de temps, il y a seulement une relation d'ordre grâce au stockage. Au passage, vu qu'on parle de stockage d'informations, j'en profite pour dire que pour stocker de l'information, il n'y a pas besoin d'être un humain avec une conscience. En fait, il suffit d'avoir un système suffisamment gros, les physiciens appellent ça un système macroscopique, et quand vous avez un système suffisamment gros, il va être capable de se modifier en interagissant avec l'environnement. Par exemple, si vous considérez un rocher qui roule le long d'une pente et qui finit par s'arrêter à cause des frottements, ce rocher, quand il interagit avec l'environnement, il va en quelque sorte récupérer de l'information. S'il y a des petits cailloux sur la pente, le gros rocher, il va subir des frottements, des chocs de la part de ces petits cailloux, toujours dans le même sens, toujours dans le sens opposé à sa vitesse, et petit à petit, les cailloux vont freiner le gros rocher.
Si les chocs étaient dans toutes les directions, de manière un peu aléatoire, la vitesse du rocher ne changerait pas, son état ne changerait pas, il n'y aurait pas de stockage d'informations. Par contre, quand le rocher dévale la pente, tous les chocs sont dans la même direction, et donc l'état du rocher va être modifié. Ici, c'est sa vitesse qui va être modifiée. Et on peut dire que ce paramètre vitesse, qui est en train de baisser, qui est en train d'être modifié, c'est une forme très rudimentaire de stockage d'informations. Au lieu de voir un paramètre changer de valeur dans votre mémoire ou dans la mémoire d'un ordinateur, ici, ce qui change de valeur, c'est le paramètre vitesse du rocher. Et ce changement d'état, ce stockage d'informations, c'est ce qui fait que le rocher ressent, entre guillemets, le passage du temps. Le rocher fait l'expérience de différents états, et on va pouvoir mettre ces états bout à bout pour créer la fameuse chaîne ordonnée. Et il y a bien un ordre, à chaque maillon de la chaîne, on sait distinguer le passé du futur. Le passé, ça correspond aux états avec une vitesse élevée, et le futur avec des états de basse vitesse. Par contre, à la fin, quand le rocher est immobile, il n'y a plus que des petits chocs avec les molécules d'air, et cette fois-ci, les chocs se font dans tous les sens. Il n'y a pas de direction particulière. Dans ce cas, le rocher est immobile, il y a un seul état, on ne peut pas créer de chaîne ordonnée, on ne peut pas distinguer le passé du futur. Donc le rocher qui dévale la pente, il n'a pas de conscience, mais il peut quand même d'une certaine manière ressentir, entre guillemets, le passage du temps. Par contre, c'est pas le cas pour le rocher immobile, et d'ailleurs, c'est pas le cas non plus pour une molécule, même si elle se déplace. Si on prend un système qui est trop petit, par exemple donc une molécule qui se déplace dans l'air, ok, la molécule elle a une certaine vitesse, elle a une certaine direction privilégiée, mais ce qui va se passer, c'est qu'elle va se prendre des chocs dans tous les sens, et sa vitesse va rester élevée. On n'aura pas de ralentissement progressif à cause des frottements, comme c'était le cas pour le rocher. Donc il y a une différence fondamentale entre les gros objets et les petits objets, entre le macroscopique et le microscopique. La molécule, elle est trop petite, elle est trop simple, elle ne va pas pouvoir distinguer différents états, elle ne va pas garder en mémoire ce qu'elle a subi, elle ne va pas pouvoir distinguer le passé du futur. Donc dans la définition du temps que j'ai donnée, la définition subjective, le temps, les durées sont mesurées par un observateur muni d'une horloge, donc muni d'un phénomène répétitif. Et il se trouve que des objets macroscopiques qui n'ont pas de conscience, comme un rocher par exemple, ces objets peuvent aussi d'une certaine manière ressentir le passage du temps, parce que pour ces objets, on peut également imaginer une chaîne ordonnée d'états différents. Cette distinction entre le passé et le futur, on en reparlera, il y a des vidéos sur l'entropie qui arrivent. Et en lien avec ce qu'on vient de dire, des questions d'Aymeric Pascalini et de Yanis Guérin. Est-ce que le raisonnement repose sur le ressenti de l'humain ? Et peut-on dire qu'il n'y a de temps que s'il existe une forme de mémoire ? Pour clarifier le raisonnement, je pense qu'il faut distinguer deux choses. D'un côté, subir le passage du temps, et d'un autre côté, mesurer le temps, mesurer des durées. Pour mesurer les durées, oui, il faut un stockage d'informations, pas forcément avec un être conscient, on l'a vu, ça peut être n'importe quel objet macroscopique avec une forme rudimentaire de mémoire. Et ensuite, on l'a vu avec l'exemple du rocher, un objet macroscopique peut subir le passage du temps sans vraiment avoir de mémoire à proprement parler. Il suffit qu'il y ait un paramètre modifiable, par exemple la vitesse du rocher, et après, effectivement, on pourrait dire que modifier ce paramètre, c'est un peu comme modifier l'état d'une case mémoire, ce serait une forme rudimentaire de mémoire. Ok, j'ai encore plusieurs questions à traiter, donc on va faire une partie 2 qui arrivera bientôt. Merci aux tipeurs et aux Patreons, abonnez-vous, mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à poser d'autres questions, y compris sous cette vidéo. C'est un format que j'aime bien, ça permet de rentrer dans le détail. Et comme d'habitude, si vous voyez la vidéo le jour même de la sortie, ce soir à 20h, on fait un live sur Twitch
et je réponds en direct à toutes vos questions. Allez, portez-vous bien et que la science soit avec vous.